Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance dans la presse. Les journalistes repartent à l'université. Et ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe, parce qu'à un moment donné, on a parlé du niveau, n'est-ce pas, des journalistes. Aujourd'hui, c'est un bon signe. Et c'est le premier docteur, n'est-ce pas, du CISTI. Voilà. Donc vraiment, je pense qu'il mérite. Voilà. Et j'aimerais aussi qu'il m'inspire. Voilà. Donc moi, je ne suis pas docteur, je ne suis pas encore docteur, je suis doctorant. Alors, je vais réfléchir aujourd'hui autour d'une problématique, n'est-ce pas, qui concerne les médias, à savoir, est-ce que les médias sont un quatrième pouvoir? Parce que Montesquieu en a désigné 3. Et au XXe siècle, on estime qu'à partir du XXe siècle, il y avait un autre pouvoir à côté, n'est-ce pas, des 3 pouvoirs, à savoir le pouvoir, n'est-ce pas, des médias. Mais d'abord, c'est quoi le pouvoir? Deuxièmement, secondo, c'est quoi quatrième pouvoir? Parce que je pense que quand il y a une discussion comme celle-là, il faudrait qu'on s'entende autour des notions, autour des concepts. Pour que les gens sachent, à un moment donné, quand je parle, n'est-ce pas, de quatrième pouvoir, que nous sachions tous que nous voulons parler de ceci ou de cela. D'abord, c'est quoi le pouvoir? Quand je me réfère au dictionnaire juridique, voilà ce qu'il me donne, n'est-ce pas, comme proposition de définition. C'est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée, soit par la loi, soit par un mandat, dit aussi procuration. Donc j'ai tiré cette définition du dictionnaire juridique, et voilà la définition, n'est-ce pas, qu'il nous propose. Mais il y a une autre assertion, il y a une autre définition. Le pouvoir, c'est la capacité à agir sur le cours des événements ou à infléchir, n'est-ce pas, les choses. Par exemple, si les organisateurs, disons, de cet événement décidaient, parce qu'ils ont le pouvoir de le faire, d'arrêter, n'est-ce pas, ce qu'on est en train de faire, ils ont bien le droit. Ou bien que le directeur, n'est-ce pas, de la maison de la presse, prenne cette décision, il a ce pouvoir-là. Donc, le pouvoir d'agir sur le cours d'un événement. Maintenant, en dehors de cette assertion, évidemment, nous allons interroger maintenant, nous allons questionner la notion, n'est-ce pas, de quatrième pouvoir. C'est quoi le quatrième pouvoir? Et là aussi, je suis allé chercher quelque chose dans le dico, presse, lexique des médias, vocabulaire du journalisme, glossaire, n'est-ce pas, de la presse. Voilà ce que, disons, le dico, presse, disons, nous propose comme, disons, définition. L'expression quatrième pouvoir est utilisée pour désigner l'ensemble des médias dont le rôle serait d'exercer un contre-pouvoir face au pouvoir d'un État. Donc retenez, ici, la notion de quatrième pouvoir renvoie à contre-pouvoir. Voilà. Donc ça, je pense que si on met le curseur là-dessus, nous allons un petit peu évoluer. Cette fois-ci, en prenant une définition qui découle, disons, de la science politique. Voilà la définition qu'on va trouver chez, et je pense que les juristes connaissent bien Maurice Duverger, le sociologue, n'est-ce pas, de la politique. Donc, dans éléments, n'est-ce pas, de sciences politiques, voilà la définition, n'est-ce pas, qui nous sert. La situation de celui qui a le droit d'exiger que les autres se plient à ses directives dans une relation sociale. Parce que le système de normes et de valeurs de la collectivité où se développe cette relation établit ce droit et l'attribue à celui qui s'en prévaut. Alors, si on parle de cette définition-là, la question c'est, est-ce que, disons, la presse a ce pouvoir-là? Non. Par contre, le quatrième pouvoir va renvoyer à une autre réalité. Cette fois-ci, c'est, disons, au niveau de l'influence.
La presse n'a pas le pouvoir d'arrêter la circulation. Ça, c'est les politiques. La presse n'a pas le pouvoir de dire aux femmes de ne plus cuisiner. Parce que si Diomaye le décide aujourd'hui, tout le monde l'applique parce que justement, c'est l'autorité. La presse n'a pas ce pouvoir-là. Par contre, la presse a le pouvoir d'influencer. Donc, c'est le pouvoir d'influence. Quand nous parlons de quatrième pouvoir, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on remonte un peu loin dans l'histoire des médias au Sénégal, évidemment, mon professeur a remonté depuis le temps colonial, on se rend compte qu'à un moment donné, cette presse avait bonne presse. Les années 60, les années 70, les années 80, les années même, disons, 90. Cette presse avait bonne presse. Parce qu'en ce moment-là, quand les citoyens s'exprimaient, finalement, les médias devenaient la référence. Qui l'a dit? C'est la radio. Ah, donc c'est vrai. Qui l'a dit? C'est la presse. Donc c'est vrai. Mais nous sommes aujourd'hui très loin, n'est-ce pas, de cette image-là. Voilà. Alors, comment alors la presse exerce-t-il, disons, ce quatrième pouvoir-là? D'abord, par le respect de l'éthique et la déontologie, un certain nombre, n'est-ce pas, de comportements que nous devons avoir lorsque vraiment nous allons recueillir des informations. Donc, être à équidistance, n'est-ce pas, des chapelles. Donc, vraiment, l'équidistance, ça, on l'a dit, l'impartialité. L'esprit critique vis-à-vis des sources et des informations. Je pense que quelque part, c'est ce qui manque chez certains confrères aujourd'hui. J'ai écrit un article, il m'arrive de réfléchir vraiment sur le métier. L'article est intitulé « Journalisme naïf », pardon, ou de complaisance. De connivence, pardon. Journalisme naïf, n'est-ce pas, ou de connivence. Là, j'interroge un peu le comportement de certains confrères aujourd'hui qui n'ont pas cette distance par rapport aux sources d'information. Or, dans les écoles de formation, on nous dit, méfiez-vous des sources. Quelle que soit la source qui vous donne l'information, elle a un intérêt à donner cette information-là. Dès le sens où moi, en tant que journaliste, je le sais, mais je prends mes distances. Malheureusement, cette distance, voilà, vraiment, ce n'est plus ça. Voilà. Donc, l'esprit critique et ensuite la rigueur dans le traitement de l'information. La rigueur. C'est-à-dire, quand on écrit quelque chose, on doit être sûr de ce que nous écrivons. Jusque dans l'orthographe, je dis bien, jusque dans l'orthographe, n'est-ce pas, des noms et des prénoms des gens. Je dis bien, jusque dans l'orthographe. C'est ça la rigueur, n'est-ce pas, journalistique. Et la seconde chose, maintenant, c'est ce que j'appelle la solidarité de corps. Nous sommes une presse forte, si et seulement si, vraiment tout le monde se met ensemble. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? J'ai parlé des années 70-80 où on a vu vraiment cette presse un peu solidaire, mais de plus en plus, nous avons vu vraiment des échappés solitaires. Il y a des loups solitaires. Il y a des gens qui se marginalisent. Voilà, même quand vous appelez à des manifestations, vous verrez peu de journalistes. La preuve, on réfléchit sur notre métier. Cette salle devait être pleine aujourd'hui, malheureusement. Donc, ça, c'est important. Mais cette presse-là, quoi qu'on dise, a fait un excellent travail et continuera toujours à faire un excellent travail. C'est pourquoi je dis que nous avons une presse au service de la démocratie et de la justice sociale. D'abord, cette presse, à travers le travail, n'est-ce pas, qu'il mène, donne le sentiment, si vous voulez, créer le sentiment d'appartenance à cette société. C'est-à-dire, à un moment donné, dans le traitement de l'information, les Sénégalais de tous bords se considèrent comme étant des Sénégalais parce que chacun là où il se trouve, disons, ses revendications sont prises en compte, n'est-ce pas, prises en charge, n'est-ce pas, par les journalistes. Souvent, les gens oublient qu'on voit, il y a la presse sénégalaise, il y a politique. Non, en dehors de la politique, il y a d'autres rubriques où les journalistes vraiment parlent du quotidien des Sénégalais, à longueur de journée. Donc ça, je pense que ce sentiment-là, ce sentiment d'appartenance, quelque part, en donnant la voix, n'est-ce pas, aux minorités, ça, c'est une excellente chose. Donc la presse aussi sénégalaise a tissé les liens sociaux
Voilà. Donc, ces liens sociaux, à travers, disons, le fait de montrer la diversité et les contradictions, n'est-ce pas, de la société. Et l'autre chose maintenant, c'est quoi? C'est quand la presse se fait, disons, l'écho des grands débats, n'est-ce pas, qui agitent, n'est-ce pas, le pays. Donc ça, je pense que ce travail-là, vraiment, est un travail, n'est-ce pas, au quotidien, même si certaines déroutes, évidemment, dérives, pardon, ont tendance à l'oublier. Je cite notre compatriote Ndiagaloum, qui est professeur agrégé au département des sciences sociales à l'université, n'est-ce pas, voilà, canadien. Et voilà ce qu'il disait à l'occasion d'une exposition, voilà, donc à un journal qui s'appelle L'Encre Noire. On l'avait interpellé sur le quatrième pouvoir, et voilà ce que Ndiagaloum lui disait. Il parle des journalistes. Il dit qu'ils sont les témoins privilégiés de la trajectoire politique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique, avec les différentes séquences liées à la colonisation, à la décolonisation, au règne du parti unique, à l'avènement, n'est-ce pas, du printemps politique africain, à la fin du monopole de l'État sur les médias. Donc, je pense que quelque part, ce rôle historique-là, on ne doit pas, n'est-ce pas, l'oublier. Maintenant, je voudrais, pour vous parler vraiment de ce pouvoir d'influence des médias, je me suis, disons, basé sur l'élection présidentielle de 2000, d'abord vraiment comme élection phare, parce que c'est la première alternance politique, avant de parler, n'est-ce pas, des élections jusqu'à 2024 rapidement, en un seul mot. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, ou dans l'histoire des médias, les journalistes ont relayé des informations liées aux résultats provisoires, n'est-ce pas, qu'on affiche sur les bureaux de vote. Et Sud FM, pour l'histoire, en 2000, Sud FM, la radio Sud FM, était la première radio à donner la toute première information liée, disons, à ces résultats. À Kolda, où Sud Quotidien m'avait envoyé en tant qu'envoyé spécial. Donc, c'est moi qui ai couvert la présidentielle, disons, en 2000, à Kolda. Et j'étais avec Elage Bissé, j'espère qu'il était le directeur de Sud FM. Donc, on était les premiers à donner le tout premier résultat. Et ça, je pense que c'est historique. Depuis lors, il y avait la radio Sud FM, il y avait Walfadjri. Donc, depuis lors, tout le monde suit. Vous savez, l'impact que cela a eu, c'est-à-dire que même ceux qui avaient des velléités, disons, de pouvoir traficoter ou bien de trafiquer, disons, les résultats, auront peur. Voilà. Et ils ne pouvaient plus. Et d'ailleurs, non seulement les journalistes, disons, envoyaient ces résultats, mais dans les maisons, dans les rédactions, comme Sud et dans d'autres, mais il y avait une commission qui travaillait déjà sur les résultats et qui donnait les grandes tendances. En 2000, qui donne des grandes tendances. Ça n'a jamais existé avant 2000. Donc c'est pourquoi je dis, la presse avait ce pouvoir d'influence-là. Si bien que les libéraux qui sont venus au pouvoir, à un moment donné, ils pensaient qu'on était copains-copains. Quand je dis copains-copains, ça veut dire qu'ils pensaient que vraiment la presse était leur copain, quoi. Non, non, non. Ils se sont fourvoyés. Pourquoi? Quand Wade est venu en 2000, à partir de 2000, le premier, même en 2000, lors de la prestation du serment, vous savez ce qui s'est passé? Le vieux nous met une hymne africaine. Il y a des journalistes qui ont pris leurs responsabilités pour lui dire non, vous ne devez pas faire ça. C'est l'hymne du Sénégal. Donc, vous voyez, le signal a été donné. Mais à partir de 2003, mais là, les choses ont commencé. La presse a commencé à tirer sur Wade. Parce que scandale sur scandale. Hein, voilà. Donc, il y a l'affaire, vous prenez l'affaire, par exemple, l'affaire des inondations en 2003. Vous prenez l'immigration clandestine. On se souvient, comme hier, Wade était tout le temps en voyage. Et on montrait des images des immigrants, ou du moins des
des candidats à l'immigration, on montre les pirogues et on montre l'avion, n'est-ce pas, comme si c'était à chassé-croisé. Voilà. Donc les jeunes partaient, Wade revenait. Donc voilà. Donc c'est cette image-là, hein, si bien qu'à un moment donné, il y avait l'affaire aussi qu'a relaté, comment il s'appelle, l'ancien ministre Tchernolo, parce que Wade était tellement finalement découragé contre la critique que lui faisaient les médias, qu'à un moment donné, il s'est interrogé lui-même. Il dit, je me demande, est-ce que je n'ai pas trop accordé de liberté vraiment à cette presse-là? Vraiment, voilà, je pense que dans son fort intérieur, il était touché. Et en 2004, les gars, c'est le brûlot, n'est-ce pas, de Latif, qui sort cet ouvrage-là en opposant au pouvoir. Ça l'a complètement, n'est-ce pas, terrassé. Et voilà ce qu'il va confier. D'abord, avec cette tentative, d'abord de décrédibiliser, n'est-ce pas, la presse, et ensuite, voilà, allant jusqu'à regretter de ne pouvoir plus, voilà, parce qu'il parle de la formation des journalistes, donc allant jusqu'à regretter de ne pas avoir pris, n'est-ce pas, le soin d'insister sur les qualités professionnelles et morales requises sur la nécessité, n'est-ce pas, d'avoir des diplômes et une formation pour exercer le métier de journaliste. Résultat final, il y a eu trop de journaux écrits, c'est Wade qui le dit, dans un français approximatif qui ne vivent que de gros titres, souvent, n'est-ce pas, commandités. C'est Wade qui dit ça à la presse. Donc, pour vous dire que vraiment, il y a... Et Ibader Thiam, feu Ibader, paix à son âme, le professeur Ibader Thiam, dans une contribution, dira ceci. Le journalisme véritable est celui des grandes idées et non celui des ragots, des propos de grande place et des folles veillées, n'est-ce pas, de chahut collectif. Ça, Ibader, n'est-ce pas, Thiam l'a écrit. Et lors d'une rencontre de Benno, comment on appelle leur coalition à l'époque, la coalition de Wade et Fall, voilà. Donc, Farba Senghor, qui est devenu ministre, mais il était le responsable, n'est-ce pas, disons, du parti, hein, de la propagande, hein, a demandé à ce que l'État, ou du moins à tous les DG, vraiment, voilà, de ne plus donner de la publicité aux journalistes. Donc, pour vous dire jusqu'où vraiment le conflit est allé, parce que cette presse est restée debout, n'est-ce pas, comme on l'attendait. Donc, cette presse est restée debout. Et malheureusement, il a envoyé des nervis, hein, du moins on a cité son nom, dans le saccage, n'est-ce pas, de la rédaction de l'AS, n'est-ce pas, et de 24 heures, n'est-ce pas, chrono. Donc cette presse dérange, et Wade et son régime étaient conscients de son pouvoir d'influence. Voilà en termes, disons, de conclusion sur ce point-là. Maintenant, 2019. Comment la vigie se transformant en chien de garde. Vous voyez l'excellent travail, n'est-ce pas, que cette presse a fait, n'est-ce pas, de 2000, n'est-ce pas, jusqu'en 2012. Voilà, donc vraiment, le rôle de vigie, le rôle de sentinelle, voilà. Mais à partir de 2019, c'est là où on voit un basculement. C'est pourquoi je parle de comment la vigie se transformant en chien de garde. En fait, l'expression, je tiens cette expression de Serge Alimi, qui a écrit un ouvrage que je vais exploiter dans le travail, Les nouveaux chiens de garde. Donc c'est cette notion-là. Voilà. Donc, la presse semble dans une posture de collaboration et de partenariat avec le régime de Macky Sall, plutôt que dans celle de veille ou de vigie, depuis l'arrivée de ce dernier en 2012. Le pouvoir de l'argent a neutralisé certains journalistes contraints de jouer la carte, n'est-ce pas, de la complaisance. Donc ça, et je vais citer un confrère qui était au groupe Futur Média et que Daouda connaît bien. Il s'appelle Ngagne Fall. Alors, Ngagne Fall a écrit un ouvrage que j'ai exploité aussi,
le Sénégal, 2 points, la presse sous Macky Sall, démocratie en péril. Cet ouvrage est édité par l'Harmattan et justement ça fait 102 pages. C'est pas beaucoup. Voilà ce qu'il dit. Le successeur de Wade a enrôlé dans son système des patrons de presse qui étaient perçus comme les plus grands pourfendeurs du régime libéral. Parce que je vous ai dit qu'avec Wade, on n'a pas été tendre du tout. Voilà que Ngagne écrit, le successeur de Wade, à savoir Macky Sall, a enrôlé dans son système des patrons de presse qui étaient perçus comme les plus grands pourfendeurs, n'est-ce pas, du régime libéral. Et la recette, n'est-ce pas, de Macky Sall, c'est quoi? La méthode, il l'appelle la méthode douce, celle qui consiste à être ami avec tout le monde, surtout les grandes gueules et, n'est-ce pas, les grandes plumes. Donc, être copain-copain. Voilà, donc à Ti et à Dia, hein, voilà, avec ces rencontres nocturnes. Donc, voyez ce que je veux dire. Donc, voilà ce que dit Ngagne à travers son ouvrage. Pour le même auteur, l'élite journalistique est au service du pouvoir. Et cette élite journalistique est complice d'une stratégie réceptive qui vise à tromper les croyances du public sur la vérité, n'est-ce pas, du discours. Moralité, je le cite encore, les mercenaires de la plume sont maîtres dans l'art, n'est-ce pas, de falsifier les discours médiatiques. Ils sont une menace pour la liberté de presse. Voilà ce que dit Ngagne. Alors, ce que nous constatons en 2019, surtout lorsque, disons, les résultats provisoires sont sortis, on a vu la une de certains journaux, des unes un peu vraiment tendancieuses, hein, des unes problématiques, voilà. Et avec le recul, je me dis, est-ce que la presse, consciemment ou inconsciemment, n'a pas, disons, participé à cette victoire-là? Quand on y regarde de près, est-ce que vraiment le chiffre avancé par Feu Boun, vraiment paix à son âme, voilà. Donc cette coïncidence-là, il avait dit 58 alors on se retrouve sur le même, on se demande, est-ce que vraiment les chiffres n'étaient pas fabriqués? Donc avec le recul, on peut se poser ces questions. Je ne dis pas qu'ils le sont réellement, mais on s'interroge. Le quatrième pouvoir, à partir, n'est-ce pas, de 2019, je pose la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas au service des francs-tireurs? Les francs-tireurs, avec leur élément de langage, vous allez entendre, parce que quand je le dis, c'est que ce qui devait être au service de l'intérêt général sert désormais des individus. C'est-à-dire que ce que nous avons entre nos mains, à savoir notre plume, notre caméra, donc tout cela devait être au service, n'est-ce pas, de l'intérêt général, n'est-ce pas? Mais malheureusement, cela sert maintenant des intérêts particuliers. Vous allez voir des gens qui vont menacer d'honnêtes citoyens en leur disant « je vais te détruire ». Je vais te détruire. Tu entends des journalistes dire à quelqu'un, je vais te détruire. Je vais te détruire par la plume. Je vais te détruire, n'est-ce pas, par le micro. Donc le pouvoir, il est là. Mais sauf que ce pouvoir-là, évidemment, ce n'est plus dans le sens, n'est-ce pas, de quatrième pouvoir. Voilà. Deuxièmement, vous allez voir des gens qui vont faire chanter. Oui. Non, voilà, d'accord. Ok. Donc, le quatrième pouvoir, donc j'étais en train de dire que les éléments de langage, je vais te détruire, le chantage, donc la menace, donc on va menacer, n'est-ce pas, de notre citoyen, donc on va fabriquer même des informations. Vous savez ce qui arrive dans notre corporation. Même la revue de presse est devenue problématique. Jogement dans mes taouis. Dans mes taouis, on va rafistoler. C'est-à-dire que finalement, nous sommes dans une sorte de fabrique, n'est-ce pas, d'information. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que comment on se sert du pouvoir médiatique vraiment pour servir ses propres intérêts. On en est là aujourd'hui. C'est vrai, quand on dit les choses comme cela, ça choque certains. Mais la vérité, elle est là. Nous devons être les sentinelles de ce métier. Voilà, on l'a choisi par conviction. Ceux qui n'ont rien à voir avec ce métier n'ont qu'à aller se promener. C'est ça. Mais tant qu'ils sont dans la corporation et qu'ils font des choses vraiment qui sont
complètement en marge, n'est-ce pas, disons, de la profession, nous devons avoir le courage, n'est-ce pas, de les rappeler en ordre. Alors, je suis d'accord, à partir de ce moment-là, de répondre à une question posée, n'est-ce pas, par un célèbre, disons, penseur qui s'appelle Alain Woodrow. Alain Woodrow, dans un ouvrage intitulé « Les médias, quatrième pouvoir ou cinquième colonne ». Quatrième pouvoir ou cinquième colonne. Je réponds qu'ils ne sont pas le quatrième pouvoir, ils sont plutôt la cinquième colonne. Du quatrième pouvoir à la cinquième colonne, il y a une sorte de glissement vers la presse des pouvoirs, une sorte de glissement vers la presse de pouvoir, des pouvoirs, pardon, le pouvoir économique, le pouvoir politique, comme le soulignent certains auteurs, dont Serge Alimi et Alain Woodrow. Pour Serge Alimi, voilà ce qu'il dit. Le contre-pouvoir s'est assoupi avant de se retourner contre ceux qu'il devait servir. Le contre-pouvoir s'est assoupi. Dogma. Avant de se retourner contre, n'est-ce pas, d'autres citoyens, n'est-ce pas, qu'il devait servir. Parce que simplement, évidemment, pour des raisons que nous avons évoquées tout de suite. Et d'ajouter, coincé entre son propriétaire, son rédacteur en chef, son audimat, sa précarité, sa concurrence et ses complicités croisées, le journaliste de base n'a plus guère d'autonomie. Voilà ce que dit, n'est-ce pas, Serge Alimi dans Les Nouveaux Chiens de garde. Et Alain Woodrow d'ajouter ceci, parlant toujours des journalistes, au lieu d'informer honnêtement le public qui les paye, ils préfèrent servir les intérêts de l'établissement qui les rémunère une seconde fois. La communication intéressée remplace l'information dérangeante. Donc voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et d'ajouter ceci, loin de servir de contre-pouvoir, la télévision a simplement investi le pouvoir politique, économique, culturel pour se laisser griser, flatter, en un mot acheter par ceux-là même qu'elle avait pour mission de surveiller et, n'est-ce pas, de contrôler. La presse avait la mission de contrôler les autres pouvoirs, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais je termine par les limites, n'est-ce pas, de ce quatrième pouvoir. Malheureusement, les limites d'abord, la première limite, c'est que ce quatrième pouvoir est menacé par une opinion publique de plus en plus forte. Je prends l'exemple aujourd'hui des altermondialistes. Quand il y a des sommets vraiment sur l'environnement, vous allez voir des gens payer eux-mêmes leurs billets pour aller manifester. Pendant ce temps, les journalistes, on paye leur transport pour assister, disons, à ces... Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, la première menace ici d'abord, c'est la première limite, c'est, disons, l'opinion publique. L'autre menace, c'est ce que j'appelle le sixième pouvoir. Donc, l'opinion publique peut être considérée aujourd'hui comme le cinquième pouvoir. Les réseaux sociaux peuvent être considérés comme le sixième pouvoir. Donc, le quatrième pouvoir est cerné. Il est cerné par le cinquième pouvoir et le sixième pouvoir. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre un peu, disons, une réflexion de Pierre Bourdieu, pour dire à ceux pour ceux dont la mauvaise conscience ne supporte pas certaines vérités, je les invite à prêter oreille attentive à ces mots de Pierre Bourdieu, qui explique le sens, n'est-ce pas, du livre de Serge Alimi. Voilà ce qu'il dit. Il est écrit, ce livre, pour les journalistes qui font dignement leur métier et qui souffrent de l'image dégradée qu'en donnent certains d'entre nous, sans sacrifier, n'est-ce pas, à la phraséologie déontologique qui ne sert, n'est-ce pas, le plus souvent, n'est-ce pas, qu'à masquer, disons, leur mission. Il rappelle à tous, journalistes
ou lecteurs de journaux, ce qui pourrait être, n'est-ce pas, un journalisme pleinement conscient, n'est-ce pas, et digne. Ce que moi j'ai constaté, et ce qui me fait peur d'ailleurs, c'est le comportement de certains de nos confrères qui ont tendance, si vous voulez, à transformer les web TV en, si vous voulez, de discussion de borne fontaine. C'est-à-dire on s'achemine lentement, mais sûrement, vers ce que j'appelle le journalisme d'opinion. Or, ce n'est pas ça notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est l'information. C'est-à-dire que l'opinion, il y a des gens, n'est-ce pas, qui en savent plus que nous. Là. Voilà, chacun peut donner son opinion, ça, il n'y a aucun problème. Mais notre cœur de métier, véritablement, c'est donner une information. Or, donner une information, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe par un processus. D'abord, on la collecte, on vérifie, on traite, ensuite on diffuse. Alors que bon, pour l'opinion, chacun est là. On dit des choses comme ça, avec légèreté. Et deuxièmement, le numérique est en train d'influencer, disons ce que j'appelle la rigueur, n'est-ce pas, dans le traitement de l'information. Et ça influence négativement aussi le contenu. Vous voyez, quand vous allez sur un plateau de télévision, que ce soit télévision traditionnelle, je ne parle pas du web TV, vous êtes en pleine émission, on vous pose une question, vous répondez, et le journaliste est en train de guetter, je dis bien guetter, quelque chose que vous allez dire, et tout de suite, on coupe cette partie, on balance ça tout de suite, disons, dans TikTok et consorts. Donc, vous voyez comment le numérique est en train de changer, n'est-ce pas, notre métier. C'est pourquoi je dis, c'est bien vraiment de s'orienter vers le numérique, mais ça va, disons, appeler de notre part une profonde réflexion vraiment sur notre travail. Le médium, est-ce que, disons quelque part, la profession ne sera pas transformée du fait du comportement de certains? Est-ce que la transformation, n'est-ce pas, disons, du métier est liée à l'outil ou bien à l'individu? Voilà. Donc ça, c'est des questions, n'est-ce pas, de fond que nous devons poser. Mais le numérique, on ne peut pas ne pas, n'est-ce pas, s'orienter. Maintenant, là où je termine, vous prenez la presse écrite. C'est ça le problème de la presse écrite. Bon, j'en parle parce que moi, je suis un élément de la presse écrite. Imaginez un journal qui a une version numérique. C'est-à-dire que c'est le même contenu dans le papier que vous allez trouver disons, dans le numérique. Mais les gens ne vont pas vous lire. C'est-à-dire que ce que vous avez écrit dans le papier, c'est ça que vous allez trouver dans la version numérique. C'était le cas à l'époque, n'est-ce pas, de Sud Online. C'est vrai que maintenant, il y a un changement. Hein. Je pense qu'il y a une rédaction maintenant, carrément. Hein. Sinon, si vous transférez carrément le produit écrit vraiment sur le numérique, les gens ne vont pas vous lire. Donc, il y a une autre écriture, il faut s'adapter et consommer.